Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette toute dernière édition de votre journal de la rédaction. Tout de suite, voici les titres. Et ADDS a lancé les travaux d'électrification du village de Holhol dans le cadre du projet d'électrification. Et Emmanuel Macron. Bonsoir. À l'issue de la clôture des travaux des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une conférence de presse. Ce point de presse est tenu en présence du secrétaire général de la Ligue arabe et des ministres jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères. Cette réunion a été consacrée à la question de Jérusalem, suite à la décision américaine de reconnaître cette ville comme capitale d'Israël et d'y transférer leur ambassade. C'est la seconde réunion que les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe tiennent afin de contrecarrer les conséquences de cette décision. Après le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies, la diplomatie arabe s'active pour mobiliser le soutien de la communauté internationale afin de discréditer les États-Unis sur sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Et après l'Égypte, nous emmène à Dakar où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, participe à la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation qui se déroule dans la capitale sénégalaise Dakar. Ce sommet co-présidé par les présidents du Sénégal et de la France, Macky Sall et Emmanuel Macron, vise à lever des fonds de l'ordre de 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020 afin de financer la mise en œuvre de plans d'éducation dans 67 pays en développement. La première journée de la conférence a été consacrée aux travaux en ateliers spécialisés. Les décideurs politiques, les experts et les praticiens de l'école ont eu l'occasion de discuter de grandes thématiques liées à l'éducation inclusive et de qualité. Il fut question notamment de développer chez les enfants dès leur plus jeune âge l'autonomie, la prise de parole, la rédaction de commentaires et analyses. En leur qualité de premiers bénéficiaires de l'éducation, les enfants ont été encouragés à plus de crises, d'initiatives, voire d'autonomie. Plus généralement, il faut dire que cette conférence a été un moment privilégié pour les pays en développement et les partenaires multilatéraux, ainsi que les organisations philanthropiques, de conclure des accords de financement et d'appui d'importants projets d'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale a dans son discours mis l'accent sur les efforts destinés à porter cette ambition en adaptant les offres d'éducation et de formation professionnelle aux exigences du XXIe siècle d'une part et en pérennisant ses financements d'autre part. Voici un extrait de son discours. Je voudrais annoncer que mon pays, la République de Djibouti, porte un projet d'éducation ambitieux qui aspire à une véritable transformation de son école. Il est structuré autour de deux grands axes: adapter les offres d'éducation et de formation professionnelle et son corollaire, la pérennisation de ses financements. Il s'agit donc de donner un accès à une éducation universelle, inclusive et de qualité à tous les enfants vivant en République de Djibouti, y compris ceux séjournant chez nous, ce que nous avons appelé des villages des réfugiés. Oui, le système éducatif djiboutien prend également en charge l'éducation des enfants réfugiés. Pour parvenir à ces objectifs, le gouvernement de mon pays consacre une part importante du budget de l'État au secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Ainsi, en 2017, les dépenses du secteur de l'éducation représentent 24% du budget national. Ce financement accordé à l'éducation devrait s'accroître durant les 5 prochaines années pour atteindre les 30%. Ces ressources, certes importantes, demeurent insuffisantes au regard des ambitions et des objectifs que nous portons à notre système éducatif. Il saisit également cette opportunité pour encourager les pays amis de nos partenaires multilatéraux à continuer d'appuyer les GPE pour la mise en œuvre de son plan d'action 2018-2020 qui me semble ambitieux pour promouvoir une éducation mondiale inclusive et de qualité. Je vous remercie. Et retour à Djibouti, sous le haut patronage de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Esman Aden, l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, a organisé le lancement des travaux d'électrification du village de Holhol, et ce dans le cadre de réponse donc aux impacts des déplacements forcés et la migration mixte financée par la Banque mondiale. Ali Abdoulaye, connaît-il? Eh bien, Asma, ce projet a pour objectif d'apporter un soutien humain et logistique à la population déplacée en renforçant les capacités de résilience des communautés
affectés par les déplacements dans les 3 pays, à savoir donc Djibouti, Éthiopie et en Ouganda. Plus globalement, l'appui de la Banque mondiale s'inscrit donc dans le cadre de ce projet en réponse aux impacts des déplacements forcés et la migration mixte financée par la Banque mondiale. Ainsi, plus de 380 ménages et une dizaine de bâtiments administratifs et militaires du village de Holhol seront connectés au réseau de l'électricité de Djibouti. Il s'agit d'une étape cruciale mettant en terme la pauvreté énergétique qui est un frein au développement de la région. Eh bien, l'énergie est au cœur du développement durable, on le sait, elle est considérée comme le fil conducteur qui relie croissance économique, équité sociale et sauvegarde environnementale. D'autre part, dans le cadre de ce projet, l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, avec l'appui de la Banque mondiale, prévoit la réhabilitation et l'extension du centre de santé, l'équipement médico-mobilier de forage et donc la réhabilitation du réseau d'eau potable. Par ailleurs, la localité de Holhol bénéficie également d'un autre projet financé par le Fonds japonais pour le développement social et administré par la Banque mondiale et initié par l'Agence djiboutienne de développement social, à savoir le projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. En ce sens, ce projet donc a pour objectif d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emplois, et ceci à travers donc des formations, l'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. À cet égard, Asma, dans la localité de Holhol, environ 144 jeunes seront formés dans le domaine de l'entrepreneuriat de base et environ 72 jeunes recevront des fonds de démarrage suite à la validation de leur plan d'affaires par un comité technique. Merci Ali pour cette analyse. Et justement, la Banque mondiale appuie les projets de la DDS qui a pour objectif, on le rappelle, de développer ou améliorer l'accès aux services sociaux, d'augmenter les opportunités économiques et de renforcer la gestion environnementale pour les communautés accueillant des réfugiés visés de Ali Adé, de Holhol et puis de la région de Bok. Écoutons justement le mot du représentant de la Banque mondiale à Toussek. Vous avez su partager le peu que vous avez et c'est pourquoi la communauté internationale a été sensible et a accepté de financer ces importantes infrastructures ici à Holhol. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui ici pour commencer les travaux pour l'électrification du village. Et c'est pourquoi je vous remercie aussi de votre patience parce que je pense que ça fait un moment qu'il y a des gens qui vont et qui viennent et que vous n'avez pas encore vu les réalisations, mais cette fois-ci, je pense que nous sommes tous d'accord que ça va commencer. Le directeur général de l'ADDS me disait que les travaux vont durer 4 mois. Si on commence maintenant, j'espère que l'adjoint du chef de village qui voulait avoir de l'eau fraîche pour le Ramadan aura son eau à temps. Au-delà de la connexion électrique pour la glace, pour notre doyen, j'espère que cette électricité va permettre aux jeunes, aux femmes d'avoir une vie meilleure, mais aussi d'avoir d'autres activités économiques qui utilisent l'électricité dans le village et qui vont faire générer des revenus. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Nadana, de son côté, réaffirmé encore une fois ses engagements auprès de la population de cette localité de Holhol. Voici ses propos. Je voudrais tout d'abord adresser mes vifs remerciements aux autorités de la région, à la population de cette localité de Holhol pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé pour notre arrivée. L'événement dont nous célébrons ce matin porte sur l'électrification de ce village. En effet, l'électrification rurale de Djibouti est un objectif prioritaire pour le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Il s'agit d'une politique permettant aux ménages ruraux d'accéder à l'énergie propre, qui demeure une condition nécessaire pour le bien-être socio-économique. C'est dans cette optique que le choix de l'électrification du dit village s'inscrivait dans le cadre du projet régional pour répondre aux impacts des déplacements des populations forcées et migrantes. Ce dernier couvre la zone de Holhol, de Ali Adé et de Bok. Il répond aux besoins réels des communautés d'accueil qui se retrouvent sous la pression partagée des faibles ressources naturelles et sociales avec les nouveaux arrivants.
à travers cette activité d'électrification. Plus de 380 ménages et une dizaine de bâtiments administratifs et militaires du village de Holhol seront connectés au réseau de l'électricité de Djibouti. L'énergie est au cœur du développement durable. Elle est considérée comme le fil conducteur qui relie la croissance économique aux équipements et à la sauvegarde environnementale. Je saisis également cette opportunité pour parler des différents programmes et projets actuellement en cours dans le village de Holhol, avec l'exécution des différents projets par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Il s'agit donc de cette électrification, de la réhabilitation et l'extension du centre de santé, les équipements médicaux, la mise en place de 2 forages de 130 mètres profondeur, la réhabilitation du collège, la réhabilitation des locaux communautaires, la rénovation des périmètres existants, les achats pour les matériels existants, pompes et brouettes, et la création de périmètres agricoles d'1 km/hectare chacun. Nous avons mis en place le projet de promotion des jeunes entrepreneurs pour lequel à peu près 15 projets, je pense, ont été lancés la semaine dernière. Et après la cérémonie et les discours officiels, la délégation conduite par la secrétaire d'État aux Affaires sociales s'est rendue sur le site qui va accueillir les poteaux électriques et voir l'état d'avancement de ce méga projet. La délégation a ensuite entrepris une visite guidée à l'intérieur du centre médico-hospitalier de Holhol pour constater l'état d'avancement de l'électrification de ce centre de santé. Rappelons que le secrétariat d'État aux Affaires sociales réaffirme encore une fois ses engagements devant la population de cette localité qui, dans le domaine de prévention de la malnutrition, a été soutenue durant l'année écoulée à travers les projets de filets sociaux de sécurité exécutés par l'ADDS et qui consistent à renforcer la résilience des ménages, notamment l'amélioration des pratiques nutritionnelles des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants participant au programme, et ce, afin de prévenir les malnutritions à la base et la création d'activités génératrices de revenus. La secrétaire d'État aux Affaires sociales et son collègue de l'énergie ainsi que le ministre de la Communication ont eu une rencontre par la suite avec les locales et les représentantes des associations des femmes du village de Holhol. Lors de cette réunion, les 3 membres du gouvernement et les responsables administratifs ont recueilli les différentes doléances des locales et des femmes. Pour leur part, les ministres ont promis d'apporter des réponses aux besoins de leurs interlocuteurs dans des brefs délais. À l'issue de la réunion, les locales n'ont pas manqué de remercier vivement les membres du gouvernement qui se sont déplacés pour la circonstance. Et après le sud du pays, on prend la direction du nord, à Tadjoura, où le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration a entamé une campagne de promotion des valeurs prônées par la déclaration de services aux citoyens dans la région de Tadjoura. Un programme de travail a été établi par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration. La délégation qui a pris part à cet atelier de formation de l'implantation de la DSC et de leadership transformationnel était composée du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awal Derej, du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, du secrétaire général du ministère de la décentralisation, Mohamed Issé, du président du conseil régional, Omar Hussein, du premier adjoint de la préfecture, Habib Jilani, du directeur général de l'UNAP, Shalmaki Idriss Ali, et du conseiller technique du ministre du Travail. De travail et la prémature, la mise en œuvre de la réforme en s'alignant à la feuille de route tracée par le président de la République. À cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement en matière de la réforme de l'administration publique, le secrétariat exécutif chargé de la réforme a initié un projet de modernisation de l'administration à travers la mise en place de la déclaration de services aux citoyens en novembre 2016. Dans cette première phase du charte, 10 ministères et la médiature ont été ciblés pour la mise en œuvre de la DC
car ces derniers disposent des services qui ont un contact direct avec les usagers et offrent des prestations à la demande des usagers. Après la mise en place d'un processus de formation et une stratégie de suivi pour la réussite de ce projet, des résultats ont été enregistrés. Aujourd'hui, nous sommes venus pour implanter et sensibiliser la déclaration de services aux citoyens dans les 5 régions afin que le service de première ligne soit mis au point. Et dans leurs interventions respectives, les secrétaires généraux des départements du travail et de la décentralisation n'ont pas manqué de rappeler l'importance de ce genre de campagne et ont exhorté la population de la Ville Blanche de profiter au maximum de ce genre de programme. Nous les écoutons. Quand on parle de la déclaration de services aux citoyens, il faut savoir de quoi on parle. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un document par lequel un ministère ou un organisme s'engage à dispenser aux usagers, clients ou usagers de l'administration, un service de qualité. Il précise dans ce document le mode de prestation. S'engage à offrir aux administrés. Et les administrés sont en situation, en droit, ils ont le droit de comprendre et de faire valoir leurs droits. Une réforme pour rénover l'administration a été impulsée par le gouvernement. Une des missions dévolues à l'administration est la délivrance du service public. C'est pourquoi le projet et le document qui nous a amélioré la qualité du service public qui émane de vos doléances et qui trouve sa justification et sa légitimation dans les doléances exprimées par la société. Également dans l'actualité, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Borré, a accueilli la direction générale des gardes-côtes située à l'Escale une importante délégation conduite par l'amiral Shao Douane, vice-commandant de la 6e flotte américaine dans le cadre de l'exercice Cutlass Express qui s'est tenu le 31 janvier dernier. Ce dernier a apprécié le travail louable des gardes-côtes et les résultats remarquables de ces missions et a souligné que la mission de cette institution des gardes-côtes est importante dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritime régionale. L'amiral a également félicité le colonel Waïs Omar Borré pour son travail réalisé en un laps de temps très court pour développer cette institution. Le colonel Waïs Omar Borré a salué pour sa part le soutien inestimable rendu aux gardes-côtes dans le domaine des matériels et des formations en matière de la sécurité et de la sûreté maritime. Et avant de clore l'actualité nationale, les écrivains publics, quand on s'adresse à eux pour qu'ils rédigent certains courriers administratifs, mais aussi des lettres. Un écrivain public, c'est une personne libre et indépendante, c'est un bénévole qui se mobilise pour accompagner des personnes en difficulté face à l'écrit ou face à l'administratif. Quel rôle joue l'écrivain public aujourd'hui à l'heure du numérique et quelle est son origine? Nous avons rencontré 2 d'entre eux. Le métier d'écrivain public, un métier en voie de disparition. C'est notre magazine du jour, regardez. Très nombreux à Djibouti, il y a quelques années, les écrivains publics voient de plus en plus leur rang s'éclaircir. Et pour cause, ils sont un peu sollicités par une clientèle tournée davantage vers le téléphone portable et l'Internet. Pour se rendre compte de cette réalité, il suffit tout simplement de faire un tour devant le service de l'immigration. L'écrivain public est une personne libre et indépendante. Écrit pour et avec autrui tout type de texte à caractère privé, administratif ou professionnel. D'abord, il faut bien écouter la personne qui vous explique son problème dans les détails.
Surtout, il ne faut pas la juger. Il faut juste essayer de l'orienter, être curieux et patient. Même si nous ne sommes toujours pas d'accord avec la teneur de certains courriers, nous sommes obligés de traduire exactement la pensée de leur auteur. On y met forcément un peu de soi, puisque ça passe par nos mots. Mais nous devons être fidèles. L'objet du métier d'écrivain public a été de se placer comme le trait d'union entre les individus et les nécessités administratives ou sociales. Aujourd'hui, ce métier, qui est l'un des plus vieux métiers au monde, est en voie de disparition avec l'informatique. Samat Al-Omar, 39 ans, exerce ce métier depuis 15 ans. C'est un écrivain public à l'heure du numérique et il nous fait part de la richesse du métier. L'écrivain public à Djibouti, c'est un métier noble, mais on peut dire que c'est aussi un métier qui est en plein perdition parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains. C'est un métier noble du contexte que c'est un métier vraiment qu'on fait par ambition pour le peuple, pour le bien du peuple, parce que nous sommes un pont entre les citoyens lambda et l'administration publique. Apparu 4000 ans avant notre ère en Mésopotamie, avant même l'invention de l'écriture par les Sumériens, c'est un comble. Il s'agit du scribe, qui appartient à la classe des savants et en charge de l'administration des lieux de culte à l'ancienne Égypte. Réalistes, ces deux écrivains publics reconnaissent cependant que le développement d'Internet, où on peut trouver des cours sur la manière de rédiger une lettre ou une demande d'emploi, continuera de faire du mal à leur métier, mais pas au point de l'éradiquer tant que des personnes expérimentées comme eux seront là pour proposer leur expertise. L'écrivain public a connu des jours meilleurs. Certains d'entre eux sont même devenus célèbres, mais il doit trouver sa place dans ce monde informatisé. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Ali Abdillahi toujours. Bonsoir. Bonsoir. Alors au Sénégal, Macron veut mobiliser pour l'éducation, donc il est en visite officielle de 2 jours au Sénégal, en compagnie de son homologue sénégalais Macky Sall et de la chanteuse Rihanna. Il a soutenu un programme international pour lever 3 milliards de dollars afin d'augmenter le taux de scolarisation des pays pauvres. Macron donc au Sénégal pour promouvoir l'éducation. Après une visite d'État de 2 jours, en Tunisie, l'État africain à la conférence du partenariat mondial pour l'éducation. Le Sénégal est le 6e pays d'Afrique subsaharienne visité par le président français Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée, après le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Ghana. Et tout à fait autre chose pour refermer ce journaliste. 5 morts dans l'accident de 2 hélicoptères militaires dans le Var en France. Le crash de ces 2 hélicoptères de l'école de l'armée de terre donc a fait 5 morts ce matin dans le département du Var, dans le sud de la France. Les victimes sont des moniteurs et des stagiaires. On ignore à l'heure actuelle les causes de cet accident. Les 2 appareils se sont vraisemblablement percutés en plein vol, non loin de la commune de Cabas, près de Bignoles, à la hauteur du lac du Carcès. Un hélicoptère a été est complètement disloqué. Le deuxième est brûlé. A brûlé, c'est ce qu'a indiqué le préfet du Var. 4 corps ont été retrouvés dans les 2 appareils. Un 5e était toujours recherché. La ministre des Armées s'est rendue sur place. Le président français Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe ont salué l'engagement des 5 officiers et adressé leurs condoléances aux familles. Ce crash d'hélicoptère est l'un des plus graves survenus ces dernières années en France. Merci Ali Abdillahi pour ces précisions et merci à vous de nous avoir suivis.